Disons les choses telles qu'elles sont. La Guyane n'a pas toujours une bonne réputation. Nous l'imaginons inhospitalière et dangereuse. Pourtant, ce département français est encore un paradis pour les animaux et pour ceux qui cherchent à le comprendre. Pour mieux le connaître, nous allons suivre un groupe de voyageurs qui a choisi de s'immerger 10 jours en Guyane avec comme temps fort la remontée du fleuve Maroni en pirogue. Ils vivront des émotions fortes à la rencontre des habitants et des richesses de la nature. Leur voyage a lieu en saison des pluies, mais qu'importe, le soleil arrose tout autant la Guyane. Du Maroni aux îles du Salut, sans oublier la porte ouverte sur l'espace, la Guyane est une destination surprenante et envoûtante pour les voyageurs. Les nôtres sont 10, accompagnés de 2 guides, Erwan et Ronan, tous viennent de métropole. Leur voyage a commencé à Cayenne, le chef-lieu de la Guyane. Ils n'y reviendront qu'à la fin du séjour. Ils embarquent avec leurs bagages, le nécessaire pour bivouaquer et de la nourriture. Direction la réserve naturelle des marais de Caux, à 60 km au sud-est de Cayenne. Ils ont rendez-vous avec Jacques Riche, le plus ancien guide de Guyane, encore en activité. On va embarquer pour aller visiter un étang. A priori, il y a des crocodiles, si j'ai bien compris. Bon, la météo n'est pas vraiment de la partie, mais ça fait partie du voyage. Donc j'ai très envie de remonter le Maroni. C'est vraiment l'objet du voyage. Et puis découvrir en même temps quelque part une autre civilisation qui habite le long du fleuve. C'est complètement dépaysant, puis ça permet de voir comment les autres vivent aussi dans des conditions quelquefois difficiles. C'est la France, effectivement. Donc c'est pour ça que c'est rigolo de voir les enseignes Carrefour, Leader Price, etc. quand on est sur le long de la route. Et puis après, on arrive ici. Franchement, c'est 2 mondes totalement différents. Ça, c'était pas prévu, mais si tu veux, j'ai mis un lacet avant de parler. Dans les marais de Caux, réserve protégée que l'on surnomme ici Pripri, toutes sortes d'animaux croisent le chemin du canot à moteur, comme ces bœufs qui passent leur journée à brouter les moukou-moukou qui forment cette savane flottante. Ça dépend de l'âge, En attendant, le groupe part à la découverte de Caux, le village qui a donné son nom à la commune. Alors ici, village, c'est le village de Caux. C'est un petit village créole, si vous voulez, qui est né dans les années à peu près 1770. Les villageois ne sont pas très intéressés par le tourisme. Ils pourraient, c'est vrai, en vivre, mais bon, apparemment, ça ne les intéresse pas outre mesure, je dirais. C'est dommage, parce qu'ils auraient tout à y gagner, mais bon, là, c'est vrai qu'il faut être disponible, il faut être là tout le temps, il faut savoir s'organiser. C'est vrai qu'il y a une véritable ressource, puisqu'il y a pratiquement 25 ou 30 000 personnes qui viennent chaque année ici à Caux. Ici, bon, la population vit principalement de la pêche. C'est un peuple de pêcheurs, depuis donc qui sont restés livrés eux-mêmes. Ils cultivent sur la langue de terre qui est derrière. Mais dans le village même, bon, c'est vrai qu'il y a très peu d'activité. Jacques rend visite à Cordélia, l'unique restauratrice de Caux. Oui. Alors, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça marche un petit peu le restaurant? Bien un petit peu, oui, ça va. Sans donner. Spécialité créole, il y a la soupe créole le soir. Ici à Caux, c'est atipa, les coulants boucanés, haricots rouges, la viande de bois. On a des pécaris, des cochons bois, du pack et agouti. Et ce soir, tu as du monde qui va se promener un petit peu dans le marais? Il y en a normalement 10 pour ce soir qui vont balader. 10? Pour aller voir les caïmans? Oui, pour les caïmans, oui. Ils veulent manger et puis après, ils font les caïmans. Le caïman noir est la star des marais de Caux. Jacques Riche est un grand défenseur de ces reptiliens. Il y a 45 ans, il était trappeur et vivait de leur chasse, mais depuis des années, il se bat pour les protéger. Les caïmans noirs étaient 600 il y a encore 4 ans. Ils ne seraient plus que 200 aujourd'hui. Ils ont pratiquement disparu de l'Amazonie et ne sont plus visibles qu'ici, à Caux. Après 2 heures de recherche, Jacques a trouvé un jeune caïman. Il a donné au groupe des consignes de manipulation très strictes. Là, en fait, c'est un petit caïman lunettes.
Alors en fait, tout d'abord, je l'ai aperçu par réflexion de la lumière dans ses yeux, donc les yeux apparaissent rouges. C'est l'espèce la plus commune qu'on a dans le marais de Caux. On l'appelle caïman lunette, mon nez il est un peu petit pour vous montrer, parce qu'en fait autour des yeux, il a 2 demi-cercles cornés, reliés à l'avant par une barrette osseuse. Et comme ça rappelle des montures de lunettes, c'est pour ça qu'on l'a baptisé comme ça. Voilà. Attention. Ça n'a pas l'air, mais ça m'a envie. Je dis prends parce que moi je peux bien arriver même dehors. Ah ça c'est la première fois, oui. J'ai tenu beaucoup de bestioles déjà, mais pas ça. Voilà. Il reste... T'as vu comment il a envie de gnaquer là? En Guyane, la forêt est reine. Le plus grand département français est aussi le plus boisé. Erwan Castel de la Compagnie des Guides de Guyane et passionné de nature accompagne notre groupe au cœur de la forêt. On l'appelle tout simplement la réserve naturelle Trésor. Et c'est vrai qu'elle renferme plein de trésors, puisque, on va en parler, dans la biodiversité, ici, on est sur un spot vraiment exceptionnel au niveau de la montagne de Caux qui est déjà très riche. Et dans ce spot, on a des espèces qui sont endémiques à ce secteur-là. Bon, ben on peut y aller, c'est parti. Là, vous avez un très beau champ d'héliconia là sur la droite. Le problème de l'Amazonie, qui est en fait son grand paradoxe, c'est que nous sommes sur une terre avec une des plus hautes biodiversités en termes de végétal, mais où le sol est très très pauvre. Pourquoi? Formation géologique, il y a 2,5 milliards d'années environ. Nous sommes donc sur un socle parmi les plus anciens de la planète, fortement érodé, et qui donne en fait cette espèce de terre rouge que nous voyons de chaque côté des routes et des sentiers. Cette terre rouge qu'on appelle la latérite, il n'y a aucun élément nutritif à l'intérieur de cette masse qui est simplement du minéral qui s'est désagrégé. La forêt représente 96% des 84 000 km² du territoire. Sans guide, impossible de s'y déplacer. Le rôle du guide, c'est de présenter cette forêt, sa biodiversité, mais également quelque part de démythifier l'Amazonie, puisque l'Amazonie véhicule quand même on va dire des images d'Épinal, des peurs, des phobies qui n'ont absolument pas lieu d'être. Quelqu'un qui connaît un minimum la forêt, qui est accompagné en forêt, il va découvrir au contraire un espace très accueillant ou qui n'est pas du tout agressif. Même s'il y a quelques dangers, il n'y a pas d'agressivité vis-à-vis de l'homme. L'outil principal en forêt ici, c'est ce qu'on appelle le sabre, la machette, qui permet de réaliser un passage lorsqu'un arbre est tombé en travers du sentier, donc il faut dégager parfois, aménager le passage, mais aussi s'il y a un problème, une cheville qui est cassée ou quoi que ce soit, ça permet d'aménager un brancard de fortune ou un abri si jamais il y a besoin de s'arrêter sous une pluie importante. Donc c'est quand même l'outil principal qui souvent reste dans le fourreau mais qui s'avère parfois très important. C'est très bon à boire. Si vous devez votre survie à un élément forestier, ce sont les insectes. Les insectes, c'est aussi les animaux qui ont la plus haute valeur protéinique. Et parfois, et là je vais vous surprendre parce que ce n'est pas dans nos cultures, à nous les Français, mais ce sont des animaux souvent fort goûteux. Pose à plat ici, voilà, tu tends un petit peu. Ça chatouille. Voilà, tu peux y aller maintenant. Et tu lèches. Ah oui. Vas-y. Et tu me dis quel goût ça. Alors? C'est vrai. Alors? C'est superbe.
Alors demande. Non, mais c'est bon. On Ah. s'écoute. Où est-ce que tu mets ta main? Ah oui, là. Au menu, les termites qui ont élu domicile sur ce tronc. C'est bon. C'est vrai que c'est bon ça. Alors? Ah ouais, c'est bon. Mais si c'est bon. Voilà. Un petit goût de sel, un petit goût de Entre sapin. voilà, sel de ouais. pin, eucalyptus. Exactement. Voilà. Bon, ben voilà. Allez-y, il y en a pour tout le monde. Passer du temps en forêt permet de mieux la comprendre, d'éloigner les légendes, les peurs et les inepties. Le petit été de mars est en retard. Il faut se préparer pour la nuit. Ce groupe est aussi venu en Guyane pour cela, vivre en harmonie avec la nature. Je repasse sous la même corde, c'est tout con, et je redescends du même côté, à gauche. Et ici, j'ai plus qu'à faire un nœud, tout bête, autour de la corde. Vous êtes fatigué, que c'est le moment d'aller dormir. Vous l'avez pas essayé, si c'est pas bien serré. Pour monter dans un hamac, sécurité. Donc pour pas faire 3 fois le tour et se retrouver la goule par terre, on va lever ici le pan du hamac opposé à l'entrée, très haut, et on va garder ce pan levé, c'est la sécurité. Ensuite, vous vous asseyez dans le hamac, voilà, tranquillement, ça permet de tester les cordes et l'accrochage. Une fois que vous êtes assis dans le hamac, vous venez vous coucher en vous mettant en diagonale dans le tissu, comme ceci. Une fois que vous êtes en diagonale, le corps est complètement horizontal et vous pouvez passer une bonne nuit en calant la tête et en gardant une couverture à proximité des pieds parce que vers 2-3 heures du matin, vous avez une augmentation de l'humidité, phénomène d'évapotranspiration et une sensation de fraîcheur. Je crois que j'aurais compris qu'à la fin. Déjà, ça, c'est pas grave. Vous collez pas C'est trop, pas parce que évident, vous hein. allez Je suis vous- pas assez grand moi, pour passer. Puis bon, j'ai pas assez de muscles aussi hein, pour tirer dessus. Ouais, c'est un autre cabestan. Moi, je sais le faire, mais je sais pas l'expliquer. Normalement, ça doit être En tout bon. cas, ça tient. Ouais, ça doit C'est un être bon. expert. On va faire l'essai pour voir. Voir si on se casse la figure ou pas. Non, c'est bon. Enfin, je peux pas mettre mes chaussures dedans, mais bon. Là, ça va, on touche pas par terre. La moustiquaire tend bien, donc il n'y a pas de problème. À 7000 km de chez eux, les membres du groupe s'endorment dans leur hamac pour une première nuit réparatrice, car la journée du lendemain sera longue. Notre groupe de voyageurs traverse la Guyane par la route pour rejoindre à l'extrême nord-ouest de la Guyane, au bord de la mer Caraïbe, le petit village amérindien d'Awala Yalimapo. Ce sont ces longues plages que les tortues luttes ont choisies pour venir pondre depuis des milliers d'années. C'est elles que notre groupe espère apercevoir lorsque la nuit sera tombée. Mais ce n'est que le début de la saison des pontes. Dans l'immédiat, vous allez pouvoir laisser vos sacs au niveau des camions. Comme il fait encore jour, on va faire une petite présentation du village, du site, tant qu'il y a encore de la clarté. Ça va être très rapide, 20 minutes maximum. Après, on ira prendre le moment le plus important de la journée, hein, c'est-à-dire l'apéritif. Voilà, ça y est, il commence à être accoutumé. Hein, et donc après, on goûtera le très bon dîner servi ici au restaurant Yanimalé. À l'issue du repas, on fera une balade sur la plage pour essayer de voir un peu les activités de ponte des tortues marines.
Ce petit village est au bout du monde, séparé du Suriname par l'embouchure du fleuve Maroni. Ses habitants amérindiens n'ont pas souhaité être filmés. J'ai acheté cette petite déco, mais je l'ai achetée ici dans ce village. Je veux faire vivre l'artisanat, faire vivre les gens du cru pour qu'ils soient là et qu'ils restent dans leur village, qu'ils continuent à pérenniser leurs coutumes et leur vie. L'activité ce soir, on va aller voir les tortues avec un peu de chance éclore, les tortues vertes et les tortues lutte. Alors il y en a une hier soir, on espère en avoir une ce soir également. Donc on va pouvoir. Alors la lutte, c'est celle-ci. Donc voilà. Et on va essayer de voir ces tortues éclore. Ça c'est pareil, ça va être encore un moment magique. La nuit venue, notre groupe, toujours accompagné d'Erwan, arpente les 5 km de plage en espérant faire une rencontre magique. Elle arrive 1 heure plus tard. Donc avec ces nageoires à l'arrière, qui sont ici, qui peuvent faire jusqu'à 80 cm de long, elle va creuser un puits et en dessous du puits, une chambre d'incubation. Ensuite, elle va venir pondre ses œufs. Donc elle a fini la phase de balayage. Là, elle va commencer à creuser le puits. Le puits va faire en fait la longueur de la palme arrière. D'accord ? La nageoire arrière, elle fait environ 70 cm pour cette tortue. Donc elle va creuser un puits de 70 cm de profondeur. Et ensuite, avec vraiment le bout de sa nageoire, elle va faire une excavation latérale par rapport au puits pour qu'il y ait une chambre d'incubation de craie. Et une fois qu'elle aura fait ça, elle va couvrir son puits et pondre environ entre 70 et 80 œufs. C'est le genre de choses qu'on voit qu'à la télé et là on peut le voir en réalité devant soi et c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir regarder comme ça un animal aussi imposant et de pouvoir l'observer sans que ça le dérange parce que c'est surtout ça qui est important vu la rareté de l'espèce. C'est dommage qu'on ne puisse pas offrir ce spectacle à tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose de très émouvant. C'est majestueux. Pouvoir voir une tortue sur la plage et venir pondre, c'est magnifique, quoi. C'est une expérience que l'on fait dans la vie une fois et c'est tellement rare que c'est un moment vraiment inoubliable. Sur les conseils d'Erwan, le groupe s'est écarté pour laisser pondre cette femelle. Elle aura mis une bonne heure pour y parvenir. Bien que normalement protégées des hommes, ces œufs seront les proies des oiseaux et des chiens errants qui en raffolent. Les petites tortues qui arriveront à maturité et regagneront la mer seront encore harcelées par les prédateurs marins. Très peu d'entre elles deviendront adultes. Tandis que cette tortue regagne la mer protectrice, les membres de notre groupe se préparent au lendemain, jour de grand départ sur le fleuve Maroni. Je suis content parce que j'attendais ça depuis longtemps. C'était vraiment le but du voyage, aller sur le Maroni et faire de la pirogue pendant 4 jours. Un dépaysement total. C'est ce que je veux faire. Voilà. J'en ai le souffle coupé. Hein. Moi qui suis un terrien, je suis tout à fait étonné de ce genre de manifestation. Mais enfin, je tâcherai de m'y faire. Hein. Voilà. Notre groupe part de Saint-Laurent-du-Maroni pour 5 jours de navigation à bord de cette pirogue d'une vingtaine de mètres. C'est le guide Michel Digang qui a remplacé Erwan pour emmener nos voyageurs jusqu'à Maripasoula, à 200 km plein sud. Sur la rive droite, le Suriname, où prend sa source le plus grand fleuve de Guyane.
Après 1 heure de navigation, première halte sur un haut fond. Michel a prévu une pause rafraîchissement. Ah ben tiens, c'est les vacances. Moi, je vais aller chercher l'appareil photo. Il ne faut pas trop tarder, entre 4 et 6 heures de pirogue sont prévues par jour pour atteindre Maribasoula dans les délais. Une première journée, un premier contact avec le grand fleuve, et puis c'est l'heure du bivouac et la traditionnelle installation du campement et des hamacs. Attends, tire pas, parce que je vais le récupérer. Non, tire pas, je tire pas. Ouais, je vais la récupérer là, ici. D'accord. Voilà, puis on va faire une boucle. Attends. Alors toi, t'es... Oui, c'est ça. Il est bon là, je vais essayer de remonter. Ouais, c'est presque au sol. Il y a 10 cm, on va du bon. Pas trop loin parce que c'est lisible. Et voilà. C'est pour vous tous, hein, c'est pas pour vous disputer, d'accord? Oui. Donc c'est pour jouer avec les copains, même avec les filles. Les filles, vous jouez aux billes un petit peu, non? Moi, je crois que tu as créé en bas un peu cette histoire. Donc ça, c'est pour vous, d'accord? Mais c'est pour tout le monde, vous jouez tous ensemble, d'accord? Tiens les filles, on vous a acheté des élastiques. Vous savez jouer à l'élastique? Tiens, voilà, voilà. Attends mon cœur, regarde, c'est pour tout le monde. Vous allez jouer avec les petites billes. Il y en a beaucoup de gens qui essayent de donner pas mal de trucs aux villageois pour le faire plaisir aux jeunes, spécialement ceux qui vont à l'école. Ça les fait plaisir. Personnellement, je conseille beaucoup plus des affaires scolaires, des cahiers, des stylos, des trucs comme ça. C'est plus important personnellement. Après, si vous avez des vêtements, bon, pourquoi pas, pas des trucs neufs ou qu'importe ce qu'on a, quoi. Les gens sont contents. C'est vrai que les gens ne sont pas malheureux, mais ils sont aussi contents lorsqu'il y a un petit cadeau, lorsqu'on passe comme ça, pour avoir un souvenir des personnes qui sont passées. Il est vrai qu'ils sont très raisonnables. Aucun de ces enfants ne s'est précipité sur les cadeaux. Hein. Et ça, c'est remarquable. Voilà, j'ai cherché le... Les nuits sont de mieux en mieux, je veux dire, on s'y habitue et puis on prend le rythme local, quoi, si je puis dire. Une nuit excellente, peu de moustiques et surtout un grand plaisir en arrivant sur le campement d'aller se baigner dans le Maroni. Ça c'est quelque chose que je voulais faire et que j'avais programmé durant le voyage, donc voilà, ça c'est fait, ça s'est réalisé et c'est encore une fois un vrai bonheur. Les gens sont vraiment accueillants et je dirais que ça fait partie aussi du voyage. Il faut savoir qu'on va changer ce qu'on appelle chez nous les territoires. En fait, c'est un peu comme en Afrique. Chaque groupe, chaque ethnie a son parcelle qui peut se construire, habiter, installer, faire tout ce qu'il veut. Donc ça va être le territoire Paramaka qu'on va faire toute la journée aujourd'hui. Et même le village qu'on va passer le midi ce soir, qu'on appelle le village Badatabiki, c'est aussi un village Paramaka. Et ce soir, on va essayer de passer une petite soirée dans son petit campement familial, ce qu'on appelle Ayainso. Il est donc temps de repartir. Chacun a trouvé ses marques dans la pirogue. La journée sur le fleuve sera encore longue.
La frontière entre la Guyane française et le Suriname passe au milieu du fleuve. Côté Suriname, une barge d'orpaillage officielle est à l'œuvre. L'or étant ce qu'il est, rare et précieux, il attire toutes les convoitises au péril des vies et des lois. Ici, tout est en règle. Les orpailleurs brésiliens travaillent dans un bruit assourdissant. On se trouve ici sur le site d'orpaillage mécanique en fait. C'est plutôt un genre de barge qu'on sert pour travailler l'or. Vous savez, comme l'homme qu'on voit ici, des Brésiliens, soit les Surinamais, soit les gens du fleuve, qui n'ont pas de travail. Donc devant, tu as une grosse pompe qui aspire le gravier, le sable, tout ce qui est au fond, ça passe derrière et ça le rejette derrière. On fait le triage. D'abord, on place un premier grille devant qui jette tous les gros cailloux. La petite quantité de sable qu'on va avoir, on va le mélanger avec le mercure pour amalgamer. Et ce mercure-là, on a un chalumeau en bas spécial qu'on chauffe l'or et le mercure qui sépare les deux, qu'on récupère le mercure à l'autre côté. Qui sert, donc on ne peut pas jeter le mercure parce que dans le site d'orpaillage, le mercure est très très cher. C'est une barge officielle surinamais, je crois. Vu l'état de la barge, il est officiel. Mais c'est vrai que les barges comme celui-là, ils ne sont pas autorisés en France. On est côté Suriname ici. Si on va 50 mètres plus loin, on va à côté français, donc c'est plus autorisé. Il y a très longtemps, on en entend parler, on voit à la télé, mais alors je m'imaginais pas, pas du tout ça. Hein. Alors là, tout à l'heure, quand on s'est arrêté, Michel nous avait expliqué l'état de gravier, que c'était les rejets de l'orpaillage. Mais alors là, franchement, c'est... Mais je comprends pas. En plus, ils ont vraiment l'habitation, tout est propre, c'est phénoménal. Hein. Et quel travail de travailler dans le bruit comme ça. Je retire mon chapeau, hein, parce que c'est sûr. Puis alors, mais c'est d'une conception, c'est bien étudié, c'est... Mais alors, j'admire. J'admire. Je sais pas, j'espère que pour eux, ils vont trouver de l'or, parce qu'ils le méritent. Hein. Franchement. C'est assez impressionnant, parce que je voyais pas ça du tout comme ça. C'est vraiment très important. A priori, ils vivent tous sur la barge, elle est complètement autonome. Et assez impressionné. En plus, on a la chance de voir le trépan. Ça, je pense que c'est assez rare. Le groupe repart. Il laisse derrière lui ses rêves de fortune et d'aventure. Les heures passent. Michel, enfant du fleuve, prépare le repas du midi. Il a tout emporté avec lui. Les aliments frais, fruits et légumes seront achetés aux riverains du fleuve. De toute façon, il y a peu de commerce. La pirogue arrive enfin au lieu de bivouac. Elle a parcouru 60 km. Au fil des jours, nos voyageurs ont pris leurs habitudes. Les hamacs sont installés en un temps record. L'heure du repas approche. Tout est frais, tout est embarqué en fait. C'est quand même des menus qu'on utilise déjà quelques années avec l'agence. Donc nous, on connaît déjà les menus, sauf si on veut changer si on n'a pas trouvé le vivano, on va changer de poisson. Mais en vérité, c'est vrai que le vivano, c'est une poisson qu'on peut bien conserver. On a des bonnes glacières pour ça, on conserve ça. Donc pendant tout le périple, on a tout ce qui va avec, tous les jours. Par exemple, ce soir, on a le vivano qui va nous accompagner avec la banane de légumes. Hier, c'était un fricassé de porc avec la dachine. Demain, je crois que ça va être quelque chose, une petite surprise qui va avec, quelque chose qu'on n'a pas pensé. Donc voilà, on voit tous les jours, ça change. Tu as besoin d'un peu de flamme, pas trop. Si tu vois que tu en as trop, tu retires les bois. Voilà, ça c'est bon. Alors, pour que le poisson ne colle pas au gris, tu mets une feuille de cocotier, soit une feuille de palmier.
tu poses tes poissons par-dessus. Comme c'est des belles bêtes, ça va prendre un peu de temps, donc il faut avoir un peu de sauce. Alors, c'est vrai que chez vous, vous n'avez pas les feuilles de bananier, mais c'est juste pour que ça garde un peu plus de chaleur. C'est à l'étouffer. Ça l'étouffer. Et pour que ça vienne bien, tu mets un truc dessus pour que ça ne vole pas. Voilà. Je suis sûr que c'est rudimentaire, mais ça doit être efficace. Ouais. Mais moi, ce qui me pose problème, ça pose pas de problème, mais c'est le fait qu'ils mettent des feuilles d'arbres comme ça dessus. Elles doivent être insensibles. Parce que c'est cuit à l'étouffer. Les feuilles qu'ils mettent là, ça donne ni du goût, ni... non, ça donne pas de goût. Le repas est prêt, les salades préparées par Michel dans la pirogue, les vivanos farcis cuits à l'étouffée sous des feuilles de bananier, tout ce qu'il faut pour reprendre des forces après une longue journée de navigation sur le fleuve. Les bananes, elles sont où? Tu vois, c'est des bananes. Elles sont par là. Ah ouais, tiens, bah, serre Michel peut-être. Le lendemain matin, chacun a récupéré après une bonne nuit en hamac. Avant de repartir, quelques présents pour remercier l'accueil reçu. Tous les enfants. Les enfants du Tu as dit que c'était ton pour les enfants. Hein. Oui, voilà, je viens de le dire. Elle s'appelle comment déjà, son prénom? Son prénom? Son petit nom? Josiela. Non, maintenant elle est... Quand même. Oh, c'est pas grave. C'est toi qui voulais faire du contact? Et voilà, du contact j'en ai là. Là, ça touche. Elle a que 4 mois apparemment, je pensais qu'elle avait un peu plus. Elle tient bien la tête, ce qui est bizarre pour un enfant quand même si jeune, je trouve. Et ils se marient de bonne heure, normalement c'est les lois françaises, donc tu dois te marier à partir de 18 ans. Normalement. Oui, normalement, mais chez nous, ça existe aussi ce qu'on appelle les lois traditionnelles. Ouais. Donc, comme femme qui n'a jamais été à l'école, qui ne fait rien, donc on essaie d'éduquer la femme, les jeunes filles, avec une moyenne, c'est-à-dire il faut tout savoir faire, la culture, la maison, tout ça. À partir du moment qu'il sait tout faire, donc voilà, il peut se marier. Plus la pirogue remonte le Maroni, plus elle est confrontée au passage des seaux. Heureusement, cette période de l'année, le niveau des eaux du fleuve est haut. On dénombre 90 sauts ou rapides sur le Maroni et 160 passages difficiles et parfois dangereux pour les non-initiés. Après 2 heures de pirogue, notre groupe arrive dans un village amérindien. Sur les 500 km de la rive droite du fleuve vivent environ 30 000 personnes. Parmi elles, en minorité, les habitants natifs de l'Amazonie. Ce petit village illustre bien l'exode des plus jeunes vers les villes. Il n'y a plus que des anciens et les enfants pour y rester. Ce constat est l'un des grands désespoirs de Dédé Lessé, le chef du village. Lorsque je me souviens de mon village, il y a de cela bien des années, il y avait des centaines d'habitants. Nous étions nombreux. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne. J'ai demandé aux 2 États, français et surinamais, qu'ils nous aident et construisent une école pour éduquer nos enfants et leur permettre de rester sur place. Mais cela n'a jamais fonctionné. Vous comprenez ? Les enfants qui sont scolarisés loin d'ici, eh bien les parents doivent les suivre. À Papaichon, à Maripasoula, à Cayoudé, peu importe. Le résultat est que le village est devenu un peu vide. Moi, je ne peux pas me satisfaire de ce résultat et de constater ce qu'est devenu mon village et mon peuple. J'aime bien les touristes. Ils arrivent ici, ils viennent faire des photos, voir le travail des Amérindiens, notre façon de vivre. Pour moi, cela apporte de la distraction et de la curiosité à ma vie. Et puis, il faut bien reconnaître que nous faisons de moins en moins de travail artisanal.
Nous avions une machine à râper le manioc, mais elle est cassée, parce qu'elle était tellement usée qu'elle a fini par casser. Alors, lorsque les gens viennent ici, d'aussi loin que l'Europe, nous ne pouvons plus leur montrer ce travail. Malgré tout, ils voient nos maisons et la façon dont nous vivions aussi près du fleuve. Vous savez, moi, j'ai toujours vécu ici. Pour eux, c'est souvent incroyable. J'aime voir leur étonnement. Et puis souvent, ils gâtent nos enfants. Pour tout le monde, pour tous les enfants. Il y a des petites filles qui... Oh bah oui, non. Où elles sont les petites filles? Ça, c'est un jeu élastique pour les filles, tu leur donneras? Ouais, d'accord. Ok. Oui, c'est là-bas. Oui, merci. Je sais pas voilà. Parce que papa est chiant, bon, c'est pas trop. Ils sont partout, ce qu'on a dit, bon, c'est un tour. L'arrêt dans ce village amérindien a permis à notre groupe de se rappeler que ce peuple préserve encore ses traditions. Difficilement, mais il le fait. Mais pour combien de temps encore? L'avenir les attire vers les grandes villes que sont Kourou et Cayenne, loin de chez eux, loin du fleuve et de leurs racines. Il reste une dernière halte avant de rejoindre Maripasoula. Quelques heures encore à passer à bord de la pirogue. En quelques heures, les eaux du fleuve ont monté de 50 cm, alimentées par les fortes averses tropicales. À l'abri d'un carbet, notre groupe reprend des forces autour d'une table, à un moment propice aux confidences. Tous les soirs, on a quelque chose à dire. Ah ben moi je suis parfaitement satisfait, pour moi tout se passe très bien. Bon, le hamac, la première nuit, il a fallu que je m'habitue, mais maintenant ça me pose plus du tout de problème. Voilà. Bon, après, effectivement, on a fait beaucoup de choses. On a passé la moitié du temps à se prémunir de la pluie torrentielle et l'autre moitié à se prémunir d'un soleil torride qui nous brûle de partout. Mais bon, on s'y attendait un petit peu aussi, hein, c'est le pays, c'est la découverte. Et puis, on a effectivement vu beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont souriants, disponibles. Enfin, c'est surprenant, mais parce que je ne m'attendais pas à ça, moi. Très naïvement, je pensais qu'on allait rentrer dans la forêt, comme on voit à la télé, en fait, et qu'on allait tomber presque par hasard sur des peuples un peu primitifs, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Moi, j'en étais resté à l'image d'Épinal un petit peu. Ça se passe pas trop mal. Moi qui ne suis pas du tout un aventurier, mais alors pas du tout, là, vraiment, je découvre. Là, c'est super. Là. Même à la limite, dans ma petite tête, il y a beaucoup de choses. Il faudra que je me repose un peu pour mettre tout ça en place, parce que là, c'est beaucoup. C'est magique. C'est formidable. Ou à des petits pois, ça a 35 cm et ça pousse. Il y a un canal parce que lui le sait. Le lendemain matin, le petit aérodrome de Maripasoula attend le premier vol qui fait la liaison avec Cayenne. Pour venir ici, il n'y a que le fleuve ou la voie désert. Après un bon moment passé ensemble, j'espère qu'on a tous régalé, moi aussi. Je passe un très bien voyage avec vous. Et j'espère que vous continuez un très beau voyage jusqu'au bout, parce qu'il y en a encore des salles, gros, tout ça à visiter. Et qui sait, en prochain peut-être, comme on dit. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, hein, ta gentillesse. Merci beaucoup. Merci Michel. Si on, ouais, j'allais te dire, si on fait la bise, elle sera pas jalouse. Bah oui, Merci encore. Vraiment, tu as été extra. Merci beaucoup et au revoir.
Dans l'après-midi, c'est un tout autre voyage qui attend notre groupe. Il embarque à bord d'un catamaran. Durée de la traversée, 1 heure pour rejoindre les célèbres îles du Salut. Nos voyageurs ont retrouvé Erwan, leur guide des premiers jours. Bienvenue à l'île du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph, uniquement habitées par des légionnaires. Tout au long de la randonnée, Erwan explique l'histoire de ces îles où le bail fut arrêté en 1947. Nous sommes ici sur l'île Saint-Joseph, qui était la guillotine sèche, puisque sur son sommet, nous avons un camp de la réclusion qui est de funeste augure, puisqu'on a énormément de morts qui vont se réaliser dans ce camp, qui était une espèce de camp de concentration avant l'heure. Alors les bagnards, eux, il n'y a pas de cimetière des bagnards, hein. La tradition, c'est que les bagnards décédés, eux, ils étaient jetés en mer. Le corps était jeté à l'eau et les requins qui étaient déjà attirés par les déchets, eh bien, ils se précipitaient sur le corps des malheureux qui étaient inhumés en mer. Les conditions de vie se sont désagrégées avec les années et c'est sur la fin qu'elles étaient les plus horribles. Aujourd'hui, ces îles devenues paradisiaques font le bonheur des curieux du monde entier. La légende papillon court encore le long de ces murs. Dreyfus, Seznec et tant d'autres y ont vécu des enfers que la beauté sauvage du rivage des îles du Salut n'arrive pas à effacer. Depuis l'aventure spatiale européenne, elle se trouve sur la trajectoire de lancement des fusées. Le Centre national des études spatiales les a donc acquises. Et c'est au centre spatial guyanais que notre groupe poursuit sa visite. Il s'étend sur 750 km², un territoire naturellement protégé pour la faune. Les animaux sont hors de portée d'éventuels braconniers. Laissons notre groupe quelques instants. Plusieurs associations de protection de la nature travaillent avec le centre spatial et c'est le cas de Chouaï, un centre de soins installé à Makouria, à une dizaine de kilomètres de Cayenne et qui protège des moutons paresseux. L'association est née de la volonté de Paulette de Crète il y a une dizaine d'années. Les moutons paresseux, inoffensifs, sont parfois chassés pour leur chair, mais aussi pour être revendus comme animaux de compagnie. L'association a vu le jour par rapport à un tout petit bébé. Un petit bébé que on n'a pas su du tout s'en occuper. On a commencé à prendre des informations un peu de partout, de se renseigner, voir un peu les gens du pays aussi, avec les Indiens aussi. On commençait à nous donner un petit peu d'informations, des vétérinaires qui nous ont conseillé un petit peu, ils n'en savaient pas plus que nous. Et puis l'association a commencé à naître comme ça par rapport à un petit bébé qu'on a soigné. Et puis j'ai commencé à tomber vraiment amoureuse de ce petit animal qui fait que quand vous voyez un petit bébé comme ça, la sensibilité, le cœur, tout joue. Économiquement, nous ne sommes pas aidés, nous n'avons pas de subvention. Ce sont des gens, des donateurs, des gens qui veulent bien, ou des cartes de membres, des personnes qui viennent, qui prennent directement leur carte, ou alors qui achètent un petit t-shirt, vous voyez, comme celui-ci, qui nous aident justement à faire vivre l'association. Ça, c'est donc ce qu'on appelle le deux doigts, le Uno, parce que il a deux griffes aux antérieures et puis 3 aux postérieures. Et donc on l'a prénommé Winnie. Quand on a eu cette petite bête, elle faisait que 900 grammes et en fait c'est les agents de la douane qui nous l'ont rapporté, qui a été saisi, puisque malheureusement les parents ont été tués. On va lui préparer sa petite assiette. Parce que cet animal est omnivore, donc le principal de sa nourriture, quand on va lui préparer l'assiette, ça va être à base de féculents, donc des pâtes, des légumes mi-cuits, puis on va rajouter également des fruits pour la partie vitamine.
Alors celle-ci, donc c'est une femelle Uno, hein, elle a été, disons, blessée gravement. Hein, c'est le centre spatial, elle était là-bas, elle avait été blessée, on ne sait pas par quoi exactement, si c'est un animal ou... On ne sait pas. En attendant, elle avait la gangrène, donc nous on l'a fait opérer. Donc maintenant, il lui manque une patte, hein, elle vit très bien maintenant. Mais bon, pour la remettre en liberté dans la forêt, c'est impossible, c'est quasiment impossible. Elle a du mal à grimper. Là, les structures, on les a adaptées justement pour eux, hein, qu'elles puissent se déplacer. Mais vous remarquerez que bon, elle est belle. Hein, bon, en ce moment, là, elle a eu des petits bobos, là, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de moustiques. Et donc, elle a des petites plaies, vous voyez, qui ne sont pas méchants, hein, mais bon, ça crée toujours des toutes petites plaies. Et là, de temps en temps, on lui met un coup de produit dessus, justement, pour pas que les animaux y aillent. Il y a 6 espèces de paresseux connues. Ces animaux sont fragilisés par la destruction de la forêt amazonienne et les 2 espèces présentes en Guyane ne sont préservées que sur les sites protégés comme le Centre spatial guyanais. Quelques-uns de leurs pensionnaires ont été réintroduits en milieu naturel sur le centre spatial. Au Centre national d'études spatiales, justement, au Centre spatial guyanais, le voyage de notre groupe touche à sa fin dans un univers très éloigné du fleuve Maroni. C'est effectivement, oui, le choc des cultures a tout à fait raison, parce qu'entre ce que l'on peut voir sur le Maroni et puis la technologie employée pour envoyer donc, des fusées dans l'espace, alors il y a beaucoup d'images qui sont dans la tête. Je crois pour moi, pour l'instant, le temps fort, ça a été vraiment la tortue lutte, qui était vraiment quelque chose d'absolument superbe. Après, c'est difficile de faire une hiérarchie dans ce que l'on a pu voir. Je mettrais quand même en second la remontée du Maroni, qui était aussi une forte envie de ma part d'aller sur ce fleuve, d'aller pouvoir se baigner, d'aller essayer de vivre un petit peu comme les populations qui sont justement tout le long du fleuve. Ça aussi, c'était un temps fort du voyage. Sur le voyage, je peux dire que j'ai tout aimé, puisqu'on a pu voir vraiment différentes facettes, un peu sous tous les angles, connaître le chaud, le soleil de plomb, connaître aussi la pluie, les trompes d'eau qui tombaient, connaître la vie en Amazonie, notamment dans le Maroni, une large facette sur la vie en Guyane. Les rencontres avec toute la population vraiment qui était quand on était en Carbet, hein, c'était vraiment très proche de la vie des gens d'ici. Et je trouve que c'est vrai que même si on l'a vu sur des revues, dans des livres, c'est tout à fait différent quand même. J'aime bien le contact de voir les gens parce qu'on montre souvent dans des reportages, dans certains, on ne montre pas toujours la vraie vie des gens. Et les gens ont besoin aussi que quelque part on s'intéresse à eux sans trop les regarder, mais participer un petit peu. Je trouve que c'est bien de voir comme ils vivent. Que nous, on a tout un confort, on a tout, et pas eux. C'est ici que le voyage de notre groupe s'achève. Entre les marais de Caux, la reproduction des tortues luttes, le fleuve Maroni et le centre spatial guyanais, ce bout de France est l'un des derniers lieux de découverte authentique. Loin des a priori qui laissent trop souvent planer une impression d'enfer, la Guyane et ses habitants, ancrés dans le 3e millénaire, sont un vrai paradis pour ceux qui savent les apprécier. Mais nul n'est parfait.